Ça me gaffe parce que quand je suis en solo, je suis capable d'avoir mes idées hyper claires, d'avoir mon fil conducteur et là, j'y arrive pas. Tu vois, toi, caméra, j'y arrive pas. Et ça me gave. Être authentique aussi, c'est ça. C'est ne pas être parfait. C'est juste être cohérent. Là, aujourd'hui, je suis cohérente, j'ai envie de faire cette vidéo. Sauf que je sors de ma zone de confort. C'est ça, en fait. Être en cohérence, être authentique, c'est réussir à savoir où on veut aller. Et c'est savoir dans quelle direction on veut aller, même si c'est pas confortable, même si on a plein de peurs, même si on est toujours dans le pourquoi, le comment, etc. Mais si on réussit à savoir que c'est aligné avec nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, que c'est aligné avec nos désirs, avec notre feu intérieur, c'est ok. On a le droit d'être pas parfait. On a le droit d'échouer. Là, c'est compliqué pour moi, c'est un exercice qui n'est pas simple. Je l'assume. J'assume mes émotions qui sont autour. Le stress, ça me met en danger, ça vient déconstruire, enfin, ça vient rappeler que j'ai des constructions mentales, des héritages, des apprentissages, etc., qui me disent fais pas trop de bruit. Mais là c'est tout le contraire de cette vérité qui m'a été inculquée pendant des années et des années. Donc ça vient me challenger. Donc finalement, c'est ça, ne pas jouer de rôle, enfin, ou apprendre à ne pas jouer de rôle, c'est être honnête avec soi-même. Parce que je disais ça, être honnête avec soi-même et assumer qu'il y a des moments où on n'est pas parfait. C'est aussi être à l'écoute de soi, de sa petite voix, de ses désirs et de faire de nous une priorité. On fait de nous une priorité, on se donne la permission de dire non peut-être aussi. Ouais. Parce que plus on connaît nos besoins, nos limites, et plus on sait quand est-ce qu'on doit dire non. Parce que si on est incapable de dire non aux autres, ben à un moment, on nous marche dessus et on s'oublie. Alors que si on est en capacité de dire non aux autres, on se dit un grand oui à soi, parce que finalement, on est aligné avec nous-mêmes, et c'est là où on commence à nourrir notre feu intérieur, à nourrir ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est là où on recommence à se reconnecter petit à petit à nous et à se sentir libre d'être nous-mêmes. C'est hyper important ça. Et tu parlais du coup d'arrêter de jouer un rôle. Toi, tu as joué un rôle? Longtemps. Longtemps, j'ai joué un rôle parce qu'en fait, on m'a toujours appris à plaire. On m'a toujours. C'est drôle parce que ma grand-mère m'a toujours appris à ne pas être une femme soumise. Mais à contrario, je ne savais pas ce que je devais être. Donc, c'est assez drôle parce que finalement, je ne devais pas être une femme soumise. Mais ok, mais c'est quoi l'inverse? Et j'ai cru qu'on attendait de moi que je sois une femme indépendante, mais indépendante comme un homme. Sauf que, donc, carriériste. Moi, j'ai compris ça, j'ai intégré ça. Et donc, pendant longtemps, j'ai joué un rôle parce que finalement, j'ai cru que je devais être carriériste. Je disais même que moi, mes enfants, je voulais que ce soit mon conjoint qui les éduque, qui soit papa au foyer, et puis que moi, je serais dans les entreprises en train de diriger le monde. Et je ris, et ça m'attriste aussi en même temps, parce qu'aujourd'hui, je suis à des années-lumière de ça. Maintenant que je me suis reconnectée à moi, à ce qui fait de moi un être authentique, aujourd'hui, j'ai offert à Lucas toute sa première année tout mon temps. J'ai tout mis de côté. Alors que avant, je disais que non, c'était pas moi qui allais m'occuper des gamins. C'est dans le côté jouer un rôle, j'étais parfaite. Et t'as fait comment pour changer ça? J'ai pris conscience de tout ça, j'ai pris conscience de tout ça. En fait, j'ai compris à un moment que je n'arrivais plus à me lever le matin et que c'était très très bizarre.
j'étais dans la voie royale pour être carriériste, pour diriger le monde du haut des entreprises. J'étais dans cette voie royale, à mon sens, et puis, mais le matin, j'arrivais pas à me lever. J'avais aucune motivation à aller me lever. Et en fait, je commençais à questionner mon quotidien, où je me suis rendu compte, vie parisienne, avec 45 minutes, 1 heure de trajet tous les matins et plus tous les soirs, à dormir peu, à finir à 22 heures et finalement à travailler sur des projets qui sont hyper intenses pour voir que les projets, 2 mois après le lancement, ils sont jetés à la poubelle pour être recommencés. J'en ai fait un burn-out parce qu'à un moment, du coup, j'ai plus réussi à être ce rôle-là. Mais j'étais incapable d'en sortir. J'avais pris conscience qu'il y avait un problème, mais j'arrivais pas à savoir comment il fallait que je sorte de ce truc. Donc je suis tombée malade. J'ai fait mon burn-out, j'étais plus capable de travailler. Pendant 2 ans, j'ai plus pu travailler. J'avais la phobie de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai entamé finalement mon cheminement vers ma reconnexion à moi-même. C'est de cette manière que j'ai commencé à arrêter de jouer un rôle. De toute façon, j'étais plus capable de jouer quoi que ce soit, j'avais plus d'énergie. Il fallait simplement que je sois moi-même et que j'essaye de savoir qui j'étais. Là, ça a été un gros blanc. J'ai pas su. Les premiers mois où je me questionnais de mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être, j'avais pas de réponse. Et c'est ça, pendant ton burn-out, tu avais beaucoup de questionnements de ce type-là ou c'est venu plus tard? Non, c'est venu à ce moment-là. C'est finalement, mais à quoi bon vivre? En fait, c'est ça. Je galérais tellement j'étais fatiguée, j'étais épuisée physiquement. Dans ma tête, toutes les connexions de mon cerveau avaient cramé. J'étais devenue bête, vraiment. Et du coup, la seule question, mais c'est à quoi bon vivre tout ça? Quel est le sens de la vie? Enfin, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions comme ça, philosophiques, spirituelles. Et j'ai commencé à m'ouvrir sur cette nouvelle voie qui s'amenait. Et de petit à petit, le cheminement m'a permis de me reconnecter justement au moins à mes aspirations et pour redonner un peu de bois à ce feu intérieur et puis à me donner l'énergie pour me lever, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'on peut perdre des gens en étant soi? Énormément. Mais après, c'est pas les bonnes personnes, donc c'est très bien finalement. Mais le plus dur finalement, c'est pas de perdre les personnes, c'est de se rendre compte qu'on a mis autant d'amour ou d'énergie dans ces relations, alors que finalement, quand on se rend compte qu'on ouvre les yeux et que ces personnes, elles disparaissent de notre vie, se rendre compte à quel point elles étaient pas alignées, voire même elles étaient très négatives pour nous, pour notre influence. C'est surtout ça qui fait mal, c'est pas leur disparition. Et puis tu retrouves d'autres personnes. Et puis après, en plus, on retrouve d'autres personnes qui permettent justement de s'ouvrir, de découvrir ce que c'est que les vraies relations humaines qui apportent, qui nourrissent, plutôt que qui prennent. Ça, c'est toute la différence. Et ça permet aussi d'avoir les bonnes rencontres avec les personnes, mais avoir les bonnes rencontres dans les situations, les bons événements, les bonnes choses qui se produisent dans notre vie. Oui, parce qu'avant, tu étais plutôt dans la superficialité, éloigné de ton toi, et puis après, tu gagnes en authenticité, j'imagine. C'est ça, parce que finalement, quand on se complaît dans quelque chose, dans un rôle qui n'est pas le nôtre, comme moi quand j'étais carriériste, finalement, c'est quelque chose de très... on va gratter, le vernis, il part. Et c'est très superficiel. On essaye de se convaincre que le rôle qu'on joue, c'est celui-là, c'est le rôle de notre vie, que pas du tout. Et finalement, on s'oublie, on essaye de s'oublier dans le bruit, dans la fête, dans toutes les substances. C'est pas obligatoire, mais on essaye de s'oublier dans autre chose, dans quelque chose on se remplit de l'extérieur de superficialité. Alors que finalement, quand on retourne dans ce chemin de l'authenticité, on va plutôt dans quelque chose où on ralentit. Plutôt qu'avant, on avait un rythme hyper accéléré. On ralentit, le bruit se calme, on fait
On fait du calme à l'extérieur, du coup ça fait du calme à l'intérieur, on commence à s'apaiser, à pouvoir écouter notre petite voix, nos émotions, etc., etc. Justement, c'est quoi les vrais bénéfices d'oser être soi? Ben, l'apaisement. L'apaisement. Finalement, quand on commence à savoir qui on est, on va pouvoir faire des choix en conscience de ce qu'on veut vraiment créer dans notre vie. Et de cette manière, on va commencer à construire durablement. Plutôt que de construire comme un château de cartes et puis qu'au moindre coup de vent, ça parte, ça éclate en mille morceaux. Moi, j'avais remarqué ça, c'est que j'étais dans un... Dès que ça n'allait plus dans ma vie, il y avait tout qui s'écroulait. Vraiment tout. Et j'étais plus du tout en sécurité. Alors que quand on va vers le cheminement de l'authenticité, ok, il y a des ajustements parce que nos désirs ils évoluent, parce qu'on s'écoute de mieux en mieux, etc. Mais finalement, ce qu'on construit, c'est durable. Après, on va ajuster. Mais on a un vrai socle, des vraies bases. On sait sur quoi s'appuyer, et c'est des valeurs, c'est des choses qu'on a mis en conscience. Et tout ce qu'on a déconstruit aussi, ça permet de déblayer le terrain pour justement avoir des bases solides. Oui, puis tu peux construire une confiance en toi, peut-être une estime aussi de toi. Et puis voilà, quand on commence à se construire, à se découvrir, on va vers... on va développer, c'est obligatoire, on se développe une confiance en soi, on développe un respect de soi et tout ça, ça développe aussi l'estime de soi. On se rend compte qu'on est capable de créer par soi-même, sans l'aide des autres, oui, par soi-même. On est capable de prendre des décisions, on est capable de faire des petites actions pour soi, on est capable de s'aimer soi-même et finalement... En se rendant compte qu'on est capable, ben, on commence à développer cette estime de nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et toi, c'est quoi le plus grand apprentissage que tu as eu en osant être toi-même? Le plus grand apprentissage, c'est auparavant, quand j'étais dans cette superficialité, à jouer un rôle, je cherchais, on m'avait toujours dit qu'il fallait que avoir une quête du bonheur. C'est un peu ça, j'avais la quête du bonheur. Sauf qu'en fait, j'ai compris en créant durablement que le bonheur, c'est pas une quête, c'est pas ça qui crée de la valeur pour moi. Le bonheur, ça implique c'est une émotion déjà, et puis ça implique des hauts et des bas. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ces bas. À un moment, j'en avais marre d'avoir pour quoi, 1 heure de bonheur, finalement, des jours de chaos dans ma vie. Pour moi, ça valait plus le coup. Et j'ai compris que en étant authentique ou en cherchant à nourrir cette petite voix en moi, j'ai commencé finalement à apaiser tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, toutes mes émotions, toutes mes alertes, tout ce qui se passait. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait de la valeur. Et en fait, c'est quoi? C'est la paix intérieure. C'est pas le bonheur. Finalement, ce qui crée le plus, enfin ce dont je suis le plus fière finalement, c'est d'avoir découvert la paix intérieure. Ouais, puis tu construis sur toi, brique par brique, tu te connais mieux. On se connaît mieux, on fait des meilleurs choix. Ouais, tu as confiance dans tes choix que tu fais, tu peux... Ouais. Et désormais, je sais aussi que je suis capable d'aller dans la direction que je veux. Je suis capable de donner ou de matérialiser les rêves que j'ai au fond de moi. Et puis que c'est important que je le fasse. Que je m'aime. Ça, et c'est important que tout le monde s'aime finalement, mais en fait, on ne se le dit pas suffisamment souvent. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Parce qu'après, on peut se poser la question de comment retrouver confiance en soi, justement, quand on est en doute, quand...
Là, ça a été un gros chantier pour moi. Retrouver, ou en tout cas trouver la confiance en moi, parce que ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais véritablement eu. Euh, je l'ai développé, parce que heureusement, c'est pas inné, donc on peut le développer plus tard. Finalement, c'est en se challengeant un petit peu au quotidien, se donnant une petite action se satisfaire d'un petit pas aussi. Se rendre compte qu'on peut on peut sortir de sa zone de confort, mais petit pas par petit pas. Que c'est ok de faire des erreurs, mais finalement, pour nourrir sa confiance en soi, c'est en se donnant un objectif et en le réalisant. Il y a une forme de discipline derrière, parce que plus on va s'obliger, j'aime pas ce terme, mais s'obliger à faire quelque chose chaque jour, ou en tout cas genre dans la semaine, un truc qui est inconfortable à la base, finalement on va s'habituer à ça, et c'est là où on va commencer à réaliser qu'on est capable, et puis que on commence à développer justement notre estime de nous-mêmes. Oui, puis en célébrant les petits succès quotidiens, c'est là aussi C'est ça. qu'on grandit. En célébrant les petits succès, en disant un petit non aussi, parce que ça, c'est une grosse étape de dire non à quelque chose. Un ami qui nous appelle, tiens, viens à une soirée, et on n'a pas envie. Finalement, on préférerait être chez nous en train de lire un bon livre. Habituellement, on a tendance à dire oui parce qu'on ne sait pas dire non. Là, c'est se dire que c'est ok de dire non. Ouais. Puis c'est une soirée, c'est pas grave. Puis commencer avec des petits challenges comme ça. Dire non à la soirée, puis la prochaine fois, ce sera non au boss. Ouais. Et là, on commencera à se rendre compte que c'est ok d'exprimer ses limites. Et au contraire même, ça apporte du respect. Les autres auront tendance à nous respecter parce qu'on aura dit là c'est pas mon champ de compétences, là j'ai pas envie de me forcer, donc ça va pas le faire, je dis non. Et ça attire le respect, selon moi. Oui, donc ça, c'est des exercices que tu peux faire. Tu as des exercices simples, tu as des exercices plus high level, on va dire. Et puis, c'est pour reprendre confiance en soi, finalement. C'est ça, c'est pour reprendre confiance en soi, c'est pour nourrir tout ce qui... toutes les petits doutes qu'on peut avoir de nous, finalement, là, on va réussir à les déconstruire. On va dire non, on va se donner suffisamment de nourriture positive pour justement déconstruire tout le négatif qu'on estime de nous-mêmes, qu'on n'est pas capable. Et généralement, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas appris à s'aimer, on n'a pas appris à s'écouter, on n'a pas appris à se prioriser du coup, mais surtout on pense qu'on n'est pas capable et que c'est les autres qui sont plus capables que nous, notamment de prendre des décisions pour nous. C'est souvent ça quand on dépend du regard des autres. Finalement, c'est parce qu'on pense que les autres sont plus à même de savoir que nous, pour nous. Alors que non, les réponses, elles viennent de nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Mais on a tellement oublié de s'écouter qu'on ne les entend plus, ces petites réponses. Et tu aurais d'autres exercices simples pour reprendre confiance en soi? Alors, on l'a dit tout à l'heure, célébrer les petites victoires chaque jour. Écrire par exemple le matin ou le soir ce qu'on a envie de réaliser pour pouvoir les réaliser dans le lendemain ou dans les jours qui suivent. C'est aussi prendre conscience quand est-ce qu'on joue un rôle aussi. Plus on est amené à s'écouter, plus dans notre quotidien on va se rendre compte qu'à un moment on n'était pas nous-mêmes. On n'était pas honnête avec nous-mêmes, on n'était pas authentique. Et en questionnant ces moments-là, on va réussir justement à anticiper la fois prochaine et avoir de meilleurs comportements pour justement réussir à ajuster ce qu'on a envie d'être dans le monde. Et en étant dans cette démarche, on va nourrir aussi notre estime de nous. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme
c'est de prendre, d'être en conscience sur tes choix. Tous les choix que tu fais, c'est d'être capable de se dire, tiens, est-ce que je l'ai fait en conscience ou est-ce que c'était mon ego ou mes expériences passées qui me font faire ces choix, quoi. C'est peut-être C'est ça, ça. non? Plus on questionne ce qui nous conduit à agir, et plus on va réussir à identifier les mécanismes derrière et voir si on les garde ou si on les transforme, si on les met directement à la poubelle. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va venir remplacer le mécanisme pour qu'il soit davantage adapté à nous, à nos valeurs, à nos priorités. Et finalement, quand on questionne tout ça, alors au début, c'est un peu fastidieux parce qu'on a envie de le faire tout le temps, dans tous les éléments de notre journée. Et au fur et à mesure qu'on aura décortiqué nos comportements au quotidien, ça ira plus vite, il y en aura moins de comportements à décortiquer. Mais plus on décortique, plus on est conscient de nos actions, plus on est conscient de nos pensées, plus on est conscient de nos choix à réaliser en fonction de nos valeurs, etc. Et plus on est à même de diriger notre voie, enfin notre chemin. Je vois beaucoup de personnes se dévaloriser au quotidien. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est normal? Et puis, est-ce qu'il faut arrêter de se dévaloriser ou comment faire? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est d'arrêter de mal se parler à nous-mêmes. Dans notre tête, quand on n'a pas réussi quelque chose et puis qu'on va se dire « Oh non, mais quand même, franchement, là, t'as encore loupé. » Et puis, certaines personnes vont même s'insulter. Enfin, parfois, c'est vraiment... On est les pires juges avec nous-mêmes. Et finalement, on n'a aucune douceur avec nous-mêmes. Déjà, ça. Réussir à intégrer la douceur pour parler de nous. Ensuite, faire en sorte que les autres arrêtent de parler de nous mal. L'autodérision, faire des blagues sur nous-mêmes pour nous dévaloriser, ça globalement, c'est à mettre à la poubelle. C'est un exercice qui est juste nocif pour notre estime de nous-mêmes. Ça donne du grain pour les autres, ça montre aux autres comment on peut être traité, comment on accepte d'être traité. Et finalement, si on ne fait pas d'autodérision de cette manière-là, on ne se dévalorise jamais face aux gens, on va déjà montrer qu'on n'accepte pas la dévalorisation. Et si les autres nous dévalorisent, l'exercice de mettre ses limites, qu'on aura fait auparavant, finalement, il va intervenir et on va remettre les points sur les i à ce moment-là. Parce que se dévaloriser, ça va attaquer, ça va nuire à notre estime de nous-mêmes. Il faut comprendre que une critique une critique vaut pour 7, je crois que c'est ça, 7 compliments. Donc globalement, si on a une mauvaise pensée envers nous-mêmes, pour la contrer dans notre tête et qu'elle ne s'imprime pas, il faut se faire 7 compliments. Je trouve que c'est un chiffre assez important comme ça. Je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Et finalement, donc, il vaut mieux arrêter de mal se parler parce qu'il va falloir se faire 7 compliments derrière. On va parler longtemps. Ouais, en fait, c'est comme... c'est un cercle vicieux qui se met en place quand tu te parles à toi-même, alors que toi, tu as envie plutôt d'un cercle vertueux, tu as envie de reprogrammer aussi tes synapses. Je crois que c'est dans le cerveau, ça se reprogramme, les chemins synaptiques. Ouais. Et après, c'est comment poser des limites sans culpabiliser aussi. Ça, c'est vraiment un exercice qui est compliqué quand on n'a pas l'habitude déjà d'avoir identifié ses propres limites. Ça, en identifiant ses besoins, ses comportements, etc. Les actions, pourquoi on a agi de telle manière dans telle situation, finalement, on va commencer à identifier nos limites et quand est-ce que les autres auront dépassé nos limites, c'est surtout ça. Et donc déjà, commencer à identifier nos limites.
Une fois qu'on a réussi à identifier les limites, c'est pouvoir les exprimer aux autres et les faire respecter. Et ça, effectivement, sans culpabiliser, c'est challengeant. Clairement, cet exercice, on sort de notre zone de confort, mais c'est OK. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est dire non pour une soirée, et puis aller crescendo dans la difficulté. Mais petit à petit, réussir à mettre une petite limite. Tiens, là aujourd'hui, où est-ce que je peux dire non parce que ça me fait véritablement pas envie. Ça me nourrit pas, ça ne correspond pas à mes attentes, etc. Où est-ce que je peux dire non et où est-ce que je ne me sens pas en danger aussi? Parce que finalement, quand on dit non, ça veut dire nourrir la peur du rejet ou alors de décevoir aussi. Et Mais comment dire non sans avoir peur de décevoir? ben, finalement, qui est-ce qu'on déçoit? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est nous? Parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Donc finalement, si on dit non à nous en disant oui à l'autre, alors que ça ne nous fait pas du tout plaisir d'aller à sa soirée, là, ben, nous, on va être déçus de nous-mêmes. Et on a dit qu'on ne parlait pas de soi mal. Donc finalement, ça revient au même, là, c'est se faire une action envers soi qui est mauvaise. Donc, si on comprend qu'on se priorise et que notre bien-être est la priorité, finalement, c'est OK. Nous, quand les autres vont avoir des comportements qui ne sont pas adaptés envers nous-mêmes, ils n'ont pas peur de décevoir. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Et finalement, décevoir, c'est quoi? C'est juste... ou culpabiliser, c'est quoi? C'est une émotion. C'est une émotion, ça passe. Le risque derrière, c'est juste qu'on s'aime moins ou au contraire, on s'aime plus. Oui, puis la déception, elle fait partie de la vie des autres aussi. Oui, puis on n'a pas à gérer la vie des autres, on n'a pas à gérer les attentes des autres. C'est pas parce qu'un tel attend de moi que j'agisse de telle manière que je dois agir de telle manière. Simplement, non, ma priorité, c'est de me sentir bien. Donc, l'autre, il trouvera une autre solution. Et puis on est la seule personne avec laquelle on va passer toute notre vie avec. Il faut comprendre ça aussi. C'est que si nous, on ne s'aime pas, si nous, on ne se fait pas prioritaire dans notre propre vie, qui le fera? Parce que concrètement, on est la seule personne, ça il faut l'intégrer, on est la seule personne à vivre toute notre vie avec nous-mêmes. Autant être la meilleure compagnie qu'on puisse être. Parce qu'on se donne corps et âme pour les autres, mais pourquoi on ne se donnerait pas corps et âme pour nous-mêmes, pour être trop bien avec nous et en mode... ouais, on s'aime et on est la meilleure compagnie qui soit.